Bonjour tout le monde, ici Sophie de l'Académie Shaoyin et aujourd'hui je suis dans le même espace Que moi, que Martha. Martha. Alors là on vient d'avoir une très belle conversation avec Franz Koppers. Franz il est de Belgique et ça fait plus de 50 ans qu'il a étudié le shiatsu, la macrobiotique et le seiki. Et on avait eu la chance d'ailleurs de l'avoir ici au Québec. Là, on n'est plus trop sûr. Je pense autour d'il y a 10 ans à peu près, Mhm, pour des ateliers de Seiki et de Sautai, si je me mhm. souviens bien. Franz, il enseigne d'ailleurs, il enseigne encore, il enseigne toutes ces choses. Et surtout en Europe, mais je pense qu'il fait des ateliers aussi parfois à Toronto. Donc, il se promène beaucoup. Donc, après l'épisode, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va vous mettre les liens aussi si vous avez envie de découvrir, par exemple, le Seiki. C'est une forme de traitement très, très intéressante. D'ailleurs, on a parlé beaucoup aujourd'hui de Seiki, un peu de Shiatsu, mais surtout de spiritualité. Puis l'importance aussi d'avoir une ouverture de cœur à cœur avec nos clients dans dans l'espace thérapeutique. Alors voilà, et avant de commencer l'épisode, j'ai envie de vous rappeler qu'on a trois belles formations en ligne en ce moment. Donc, il y a la formation en herboristerie avec Francis Bonaldo. On a une formation une initiation au massage de l'abdomen qui s'appelle l'Ampuku avec Laura Racéfric. Et avec Laura aussi, on a notre grosse formation qui est une introduction à la médecine traditionnelle chinoise pour vraiment bien comprendre toutes les bases de la MTC. Les infos. Les Angfu, donc c'est la théorie sur les organes et Mhm. entrailles de la médecine traditionnelle chinoise. Alors voilà, et on a aussi un autre cours qui commence bientôt, mais qui est en présentiel, oui, avec Oui, Martha. à Alors, Montréal. mhm. Mhm. Veux-tu en parler un petit peu? Oui, donc on va donner les cours en janvier des 6 axes. Les 6 axes, c'est l'énergie, c'est la même énergie dans les canaux qui vont être dans la main et les pieds. Donc, c'est joindre l'énergie, par exemple, du cœur et du rein, donc les Shaolin, C'est comme nous. nous! C'est l'axe Shaolin, c'est l'axe rein-cœur qui partent du pied et qui s'en va vers la main. Comme ça, il y a les autres combinaisons des autres canaux. Et donc, on va parler de ça, on va les dessiner sur notre cœur, donc il faut venir habiller en conséquence. Et on va travailler les positions de travail de chaque axe. On va parler de la théorie, de la signification physique, mentale, émotive de chaque axe. Donc, c'est surtout un travail pratique qu'on va faire. Et voilà, je vous invite. Ça va commencer en janvier, ça va finir en février. C'est 6 jours de cours. Donc, on vous met le lien pour nos formations si ça vous intéresse. On va les mettre à côté là, des épisodes de podcast pour que vous puissiez cliquer et avoir toute l'information supplémentaire si ça vous intéresse. Alors voilà, donc sans plus tarder, on y va pour notre belle conversation avec Franz Koppers. Alors, bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver. Bonjour! Bonjour. Bonjour. Merci Franz d'être avec nous ce matin, de partager ce moment d'échange, de discussion ouverte et libre ensemble. Avec Très heureuse plaisir. de te retrouver. Ça fait beaucoup d'années, je pense que ça fait 8 ans que tu es venu au Québec. 8, 9. Je pense que c'était 2017. Oh, C'est possible? 2017? non, je pense que Oh c'était non, non, bien avant. j'avais C'était avant? 2014 en tête. Moi, je peux toujours retrouver quelque part, En tout mais cas, c'est pas important, hein? C'est pas, non, et ça semble déjà il y a une vie de toute façon. Mhm. oui. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Donc, merci d'être là. Heureuse de vous retrouver, les filles. Puis, France, aujourd'hui, on a un petit peu de sujets on a des curiosités, on a envie d'entendre ton point de vue par rapport à peut-être la spiritualité et quelle place elle a dans notre pratique Mhm. du shiatsu, mais on est consciente que c'est un sujet
qui peut nous amener dans toutes sortes de directions et qui peut même être controversé pour certaines personnes selon de quelle école, euh, dans quelle école ils ont été formés, c'est quoi leur pratique personnelle, etc. Donc, voilà, on a comme tout plein de sujets, de toutes sortes de questions qu'on pourrait aborder ensemble dans cette pratique. Et juste avant de commencer l'enregistrement, tu nous disais que en japonais, il y a un terme lorsqu'on parle du Shinto, et j'aimerais ça que tu puisses, si tu pouvais le renommer, qu'il n'y a rien entre Dieu et moi. Oui, Kami Dameshi. Kami Dameshi. Il n'y a rien entre moi et Dieu. Alors ça veut dire que la spiritualité, c'est une chose personnelle. Absolument. Donc, Individuel, Et on ne peut pas l'imposer. en plus, je pense pas que c'est le. Bien sûr, on peut se laisser inspirer par le bouddhisme, par le shinto, par le taoïsme. On peut apprendre partout. Mais moi, en fait, je suis un peu les enseignements. Je me fais inspirer par les enseignements de Krishnamurti. Et lui, il dit une fois que tu te considères comme une sorte de membre ou tu appartiens à une école spirituelle ou même à un pays, même à une race, tu mets la semence de la guerre et du conflit. Et récemment, j'ai vu un cartoon et il y avait quelqu'un qui demande à une autre personne, vous êtes chrétien? Il dit, non, non, je ne suis pas chrétien. Ah, tu es peut-être bouddhiste. Non, non, je ne suis pas bouddhiste. Ah, mais tu dois être musulman alors. Non, je suis musulman. Alors l'autre il dit, alors terrien? Il lui dit, oui, c'est ça, je suis terrien. Exactement. Nous sommes tous terriens. Oui. Et et même le Dalai Lama, à un certain moment, il disait, il ne faut pas devenir bouddhiste. On n'a pas la capacité, il y a très peu de gens qui vraiment peuvent le devenir, mais on peut se faire inspirer. Et dans le temps, il y avait un livre qui était écrit, Les sages de l'Orient. Mais moi, je vois de la sagesse partout au monde, pas seulement dans l'Orient, aussi en Europe et en Amérique, partout on trouve la sagesse. Et ça, pour moi, c'est la recherche, la spiritualité, on va à la recherche des choses qui peuvent nous inspirer pour mieux vivre, pour devenir une personne décente. Moi, je cherche pas à devenir illuminé. Je sais même pas C'est quoi? comment m'imaginer cela. C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Tous ces gros mots, moi, je les évite. L'amour éternel et tout ça. Moi, je veux des gens qui se comportent d'une façon respectueuse, comme les Japonais en fait. Et je suis en train de regarder pour acheter une maison au Japon, pour vivre mes dernières années là-bas. Et là, et puis les gens disent, ben, les Japonais, ils sont polis, oui, mais tu sais pas ce qu'ils pensent. Ma réponse est, je sais pas ce que tu penses non plus. Au moins, ils sont polis et ils sont propres. Ici, dans la rue, chaque jour, il y a un restaurant de l'autre côté de ma ruelle. Et chaque jour, je dois ramasser une vingtaine de mégots qui sont sur le sol. J'ai déjà un bac comme ça, tout un bac de mégots. Je les conserve. Un jour, je les mettrai devant la porte. Je ne sais pas. Mais je veux dire, se comporter d'une façon décente, et de cœur à cœur. Un principe qui a maintenant été repris aussi en shiatsu, ce que je trouve très bien, le principe Ishindenshi, de cœur à cœur. Oui. De cœur à cœur. Parler pas comme thérapeute entre nous, mais de se comporter comme des amis. Et c'est ça qui m'a beaucoup déçu dans les organisations de shiatsu. Et c'est pas seulement à moi que ça arrive, mais aussi à d'autres personnes qui prennent un peu le devant à un certain moment, qu'on met des couteaux dans les dos, quoi. Qu'il n'y a pas ce contact cœur à cœur, d'amitié, de respect. Et c'est très dommage. Ma femme, elle va beaucoup plus loin. Elle a dit, les gens dans votre quartier, là, ils sont pas mieux que les autres, que les avocats ou les politiciens. Ils s'attaquent.
Et ça, je trouve ça m'a beaucoup déçu. J'ai vu ça en macrobiotique. Quoique en macrobiotique, j'ai toujours été un peu deuxième rang, je ne suis jamais proposé comme enseignant, rien du tout. J'ai vu ça dans le shiatsu, ça j'ai vécu. J'ai vu ça dans l'aïkido, entre les écoles et les enseignants. Là, j'étais pas impliqué parce que j'étais un praticien, c'est tout. Mais je vois ça partout. Et moi, je trouve, quand on veut vraiment, quand on prétend de présenter des pratiques pour améliorer l'humanité, le monde, la santé et le bien-être de tout le monde, alors là, il faut donner l'exemple. Exactement. Et moi, par exemple, en France, je donne beaucoup de cours en France. Et là, je vois toutes ces disputes entre les gens. Et aussi les gens, surtout ceux qui me gênent un peu, qui oublient le passé. Et ils viennent avec de grands mots. Ah, nouveau, maintenant le sokuhatsu. Tu n'as jamais entendu le sokuhatsu? Non. C'est le shiatsu au pied. Le shiatsu au pied. Et ils présentent ça comme révolutionnaire. Et Stéphane peut me confirmer. Stéphane, il a fait du shiatsu avec Shizuku Yamamoto. J'ai des photos d'il y a 50 ans de Kyoko qui fait du shiatsu à pied. Yamamoto, oui. Barefoot shiatsu. Alors, dans beaucoup d'écoles et beaucoup d'esprits shiatsu, on ne connaît pas l'histoire. On n'a pas de respect l'un pour l'autre. Et en plus, ils pensent que ça vient de la Chine. Écoute, que je me souviens quand j'étais dans la Fédération européenne des shiatsu, à un certain moment, on faisait une définition de shiatsu. Et j'ai dû vraiment pousser pour même pour que le Japon soit mentionné même une fois dans toute une page. Wow. Bien sûr, il y a des discussions, il y a une influence énorme de la Chine, mais ça dépend de l'école. Peut-être que je vous ai déjà expliqué que dans l'histoire du shiatsu, plus ou moins au VIe siècle, avec le bouddhisme, la médecine chinoise a été introduite au Japon. Avec le bouddhisme aussi, la médecine. Et ça, c'était les monastères qui répandaient aussi, ils essaimaient toutes ces connaissances. Mais aussi, ils ont appris à écrire. Les Japonais n'avaient pas d'écriture. Alors, tout ce qui s'est passé auparavant, il n'y a rien d'écrit. C'était partagé de personne à personne. Et Kishiv, son idée est que, par exemple, il y avait déjà des pratiques manuelles qu'on appelait TAT, c'est toucher avec la main, avant qu'il y avait les influences chinoises. Et dépendant de la personne, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient des pratiques manuelles. Il y avait les individus, les praticiens, qui donnaient leurs connaissances à leurs fils. C'était comme un métier qu'on partageait dans la famille. Et aussi, tous les secrets étaient gardés dans la famille. Et quand la médecine chinoise est arrivée, il y en avait qui ont compris un peu, compris beaucoup, étudié peu, étudié beaucoup, et plus ou moins, ils impliquaient ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils avaient appris. Mais bien sûr, leurs petits secrets qu'ils avaient développés eux-mêmes, ils ne partageaient pas. C'est pourquoi il y a tellement d'écoles au Japon maintenant. Et puis, il y avait les monastères qui, ici, comme les monastères catholiques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Religion, soins et éducation. Aussi, au Japon, c'était le fait. Par exemple, Harada Sensei du grand temple Shitennoji à Osaka, là, il donnait religion, bouddhisme, éducation, il y a une école, comme les prêtres ici aussi dans le temple, et il y avait le soin. Et oui, il utilisait beaucoup la médecine chinoise. Et puis, il y avait les politiciens, les daimyo, ça s'appelle, ils se battaient entre eux. Ils avaient aussi des méthodes, ils avaient leurs praticiens de TAT pour traiter les soldats, par exemple. Mais ils ne partageaient pas ça avec l'ennemi.
Et ainsi, il s'est développé des tas d'écoles et d'approches qui maintenant sont un peu confus. Mais Kishi disait, la plupart des écoles, ils ne font plus de shiatsu, ils font du tuina. Et le tuina, c'est l'acupressure chinoise, on pourrait dire. Et il reste de moins en moins, et je vois ça dans les écoles en Europe, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais je vois ça dans les écoles en Europe, il y a de plus en plus de médecine, de théorie, et de plus en plus mentale, et de moins en moins de hara, et de ressenti, et de développement des mains. Et c'était ça la critique du shiatsu, de Kishi vis-à-vis du shiatsu. Bien sûr, parce que moi, j'ai jamais laissé tomber le shiatsu à Paris entier, parce que je trouve toujours, j'ai étudié avec plusieurs autres maîtres japonais, comme Shizuku Yamamoto, Harada et tout ça. Moi, je trouve ça toujours très utile, mais d'une façon assez simple, pas trop équilibrée, quoi. Je ne me sers jamais la tête pour trouver un diagnostic. D'abord, le diagnostic, ça, après 2 jours, ça revient dans ma tête de soi-même. Ça se fait. Mais après 50 ans de shiatsu, il ne faut plus penser. Ça se fait de plus en plus. Et ça, c'est pour ça que je peux continuer. Hein. Je ne dois pas m'efforcer pour donner un traitement, pour penser si et ça. De plus en plus, ça se fait et ça va de plus en plus faire le Seiki. Mais Kishi m'appelait confus parce que je ne voulais pas laisser tomber la médecine chinoise à Paris entier. Lui, il foutait dehors. J'ai des idées pourquoi il l'a fait. Parce qu'en fait, il a étudié Namikoshi. Chez Namikoshi, le shiatsu-kolos, il n'y a pas de méridien, on n'en parle pas. Il explique tout par. Et ça, c'est toujours l'école la plus grande et une école officielle qu'il faut suivre pour avoir un permis au Japon. Il n'utilise pas les méridiens parce qu'il ne croit même pas au ki. Il n'y croit pas du tout. Il explique tout par le système nerveux. Oui. Et puis, Kishi a étudié avec Masunaga. Et Masunaga, il a développé ses propres méridiens. On dit qu'il a réintroduit la médecine chinoise, mais quand je lis ses livres, et je lis les livres de la médecine chinoise, il y a quand même très peu qu'il a réintroduit. Il a peut-être réintroduit l'idée de l'énergie et le principe des méridiens, mais il a quand même installé un système assez comment dirais-je, je ne trouve pas le mot en français, mais quand même assez équilibré comparé aux méridiens chinois. Moi, j'ai été au Japon pendant 6 mois, intensivement, j'ai étudié chez Masunaga et j'utilise presque rien de tout ce qu'il m'a appris. Presque rien. Mais ce n'était pas inutile, parce que j'ai appris à traiter des gens, j'ai connu la culture japonaise, et là, il y a très peu récemment, de plus en plus, il y a des gens qui sont intéressés de nouveau pour organiser des voyages au Japon, surtout en France. Je ne sais pas comment ça marche en Amérique ou au Canada, mais de plus en plus, ça me rend très content, justement, y aller à une école à Toulouse où je donne des cours de Seiki assez fréquemment. Ils sont au Japon, ils sont ravis, ils sont ravis. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. France, Franz, j'ai une question. de Seiki, et du Shiatsu. Comment, parce que beaucoup de les gens qui nous entendent, qui nous voient, ne sont pas nécessairement des thérapeutes en Shiatsu ou des connaisseurs de Seiki. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu une mini introduction de qu'est-ce que c'est pour toi? Du shiatsu aussi? En fait, moi, En relation à ta pratique, oui. Comment toi, dans tu ma fais ton pratique, Shiatsu et le Seiki? en fait, c'est une longue histoire. Hein. J'ai dit, ça fait 50 ans maintenant. Mais j'étais étudiant en médecine. Je rencontre un jeune médecin
dans un restaurant végétarien à Gand qui me parlait de Michokushi à Boston. Et j'ai dit, ben, pendant les vacances, je vais y aller. Je suis allé là, je suis resté 6 mois au lieu d'un mois. Je suis resté 6 mois, j'ai laissé tomber mes études. Donc là, j'ai découvert le shiatsu. Au début, pour moi, c'était une façon, parce que en macrobiotique, quand on change de, de nourriture, il y a aussi des effets Mencken. Tu connais les effets Mencken? Non. Aussi en shiatsu, en homéopathie, on a ça. Au début, parfois, après un traitement, on se sent pire qu'auparavant. Ok. Et c'est un effet qui dure 2-3 jours parfois. Mhm. Une personne très intéressante qu'il faut une fois contacter, c'est Bernard Bouhéret. Bernard Bouhéret. Il explique tout ça très bien. Il a donné une conférence une conférence 2 fois 3 heures sur le Mencken et l'effet Mencken. Et c'est un effet qui est connu aussi dans la médecine douce. Après le traitement, il y a des tensions qui montent à la surface, disons, et le corps commence à éliminer. Et on pense qu'on va mal, quoi. Que ça t'empirer. Mais en fait, c'est une élimination. Et après 3-4 jours, ça disparaît et on se sent mieux. Mhm. Alors, cet effet Mencken, on peut aussi un peu, quand on change de nourriture, on peut un peu balancer avec le shiatsu. Alors, je l'ai appris pour pratique personnelle. Puis j'ai commencé mon restaurant, je suis allé au Japon, je l'ai vendu, je suis allé au Japon, j'ai étudié dans le yokai pendant 6 mois intensivement. Et là, je suis revenu en Belgique et j'ai commencé ma pratique, la fédération et tout ça. Mais en fait, depuis que j'ai rencontré Kishi, ça a approfondi mon travail. Et on pourrait dire que Kishi, il était un praticien de shiatsu, très bien connu, il faisait bien son travail et sa vie. À un certain moment, il avait des problèmes physiques lui-même et il n'était pas content, il n'était plus content des effets de ses traitements. Il est entré dans une sorte de burn-out, une sorte de détresse, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il a arrêté tous ses traitements, il s'est enfermé dans sa chambre, il ne mangeait plus, il ne dormait plus, et puis il a eu des visions. Bien sûr, un psychiatre dirait des hallucinations, ça dépend du point de vue. Mais à un certain moment, il voyait comme des monstres. Il se cachait, il avait peur. Et puis après plusieurs jours de ne pas manger, pas dormir, il était dans une chambre noire. Il disait, je dois me confronter, ou bien je meurs, ou bien je me confronte à mes monstres. Mhm. Il ouvrait ses yeux vers ces monstres et il voyait qu'un de ces monstres avait une larme dans les yeux. Il était très surpris, il voyait une sorte d'humanité et d'empathie. Il a ouvert les yeux et derrière les monstres, il y avait comme une dame. Et ça s'appelle, j'ai oublié le nom maintenant, c'est une déesse, un peu comme la Sainte Vierge, parce qu'elle est toujours vêtue en blanc et bleu. Comment? Et Kuan Yin? Kuan Yin? Non, non, non. Mais ça va revenir. Mais en tout cas, puis il a repris ses esprits, disons. Il est allé boire un verre d'eau et puis il a recommencé et il a décidé d'aller à la recherche des sources de shiatsu, à côté de toute influence chinoise. Et par le Shinto, qui est la tradition traditionnelle japonaise, il a rencontré 2 vieilles femmes, des chamans, on pourrait dire, mais des femmes qui s'appelaient pas soi-même chamanes. Maintenant, c'est plein de chamans au monde, hein, c'est incroyable. En tout cas, et il suivait des méditations avec eux, et peu à peu, il a développé le Seiki, où il se concentrait sur le toucher, surtout, le toucher. Il a laissé tomber tous les méridiens et tout ce qui était chinois. Et je me souviens, on était pendant un congrès de shiatsu à Rome,
et qui donnait un traitement. Et puis après, il y avait 200-300 personnes, c'était très grand en Italie et c'est très populaire le shiatsu. Il y avait des gens qui demandaient quel méridien qu'il avait utilisé. Et Kishi disait, nous les Japonais, on n'a pas besoin de méridien. La dame était très surprise. Elle disait, écoute, comment tu peux traiter quelqu'un quand tu n'utilises pas les méridiens, les tsubo? Et Kishi disait, comment tu peux traiter une personne quand tu le limites, quand tu le réduis à des méridiens et des tsubo? Et puis il disait, il y a 360 et plus de points. Il y a 12 méridiens, il y a 5 éléments, il y a yin et yang, il y a kyo et jitsu, et il y a une personne. En Seiki, on traite une personne et on a confiance. Parce qu'en fait, toucher une personne, bien sûr, en Seiki, il y a un principe Mushin Empty Mind. Pendant le traitement, on n'y pense pas. Mais quand même, après, ça marche ici. Maintenant, ma conclusion, disons d'une façon plutôt scientifique, maintenant on est tout à fait d'accord, tout le monde est d'accord que le corps marche avec la bioélectricité. Okay? Le cœur, système nerveux, bioélectricité. S'il y a électricité, par définition, il y a un champ électromagnétique. Ça explique le aura. Mais n'importe où que tu touches une personne, sur l'épaule, sur la tête, il y a toujours un certain effet. Quand tu prends une plaque de cuivre, une plaque de fer, seulement une plaque, une pièce, tu les mets en contact, il y a un cours électrique qui se fait. Alors, puisque tout le monde a une autre charge, toucher d'une façon empathique, seishin, comme Masunaga l'appelait, un toucher humain et gentil, comme une mère qui touche, comme la Mikoshi disait, alors il y aura un effet. Il y avait quelqu'un qui disait, oui, je suis tout à fait d'accord, il y a la bioélectricité, mais tu es sûr que tu peux l'influencer? Oui, je suis très sûr. Je suis même sûr que tu ne peux pas ne pas l'influencer. Exactement. Que tu ne peux pas ne pas l'influencer. Même sans toucher. Même sans toucher. Et encore, j'ai 70, 70 hein, chez vous, 76 ans presque, toujours je travaille, toujours je sens ça. Et récemment, j'ai plusieurs musiciens maintenant, pianistes, violonistes, il y a un conservatoire tout près, et ça a commencé avec une dame japonaise, Tae-san, qui vient régulièrement, elle est bouddhiste. La dernière fois, elle était un peu confuse avec les traitements. Ils viennent pour des douleurs et des tensions d'épaule et de dos, parce que c'est quand même du travail, hein, jouer un instrument. Et puis, elle était un peu confuse. Et je lui dis, Tae-san, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était très intéressant, elle disait. J'ai eu un effet Shinyon. Shin, S-H-I-N, N-Y-O. Shinyon. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Ben, je suis entré et je suis descendu dans mon, comment dirais-je, dans mon vrai moi. Wow. Ou le Bouddha en moi, comme on dit parfois. C'était pas mon but. C'était pas mon but. Mais je suis très content tellement. euh, pour elle, c'était très spirituel. Pour moi, c'était neutre. On sait qui on se met en neutre. On n'a pas de but. On a confiance. On touche d'une façon gentille, comme une mère qui touche un bébé, très gentil, avec beaucoup d'empathie. Sesshin, ça s'appelait, hein, au lieu de Shokushin, Sesshin. Ces termes, je peux vous les envoyer après si vous voulez, si vous avez des doutes. Mais en tout cas,
Et puis, elle est descendue en soi. Et depuis, elle va beaucoup mieux. Elle a beaucoup moins de mal parce qu'aussi sa respiration est descendue. Et ça sent mieux dans sa peau. Et un autre exemple de Seiki, euh, une dame venait me voir, elle avait perdu, je pense qu'elle a 45 ans, elle a perdu son partenaire, qui a fait que 55 ans, assez jeune quand même, crise cardiaque. Et par un étudiant, un de mes étudiants en France, qui me l'a envoyé, elle habite Lille, cinquantaine de kilomètres de chez moi, c'est pas loin. Elle vient maintenant tous les mois, au début toutes les semaines, et je les traite pour son chagrin, pour sa détresse, pour son trauma. Un peu, j'ai ça dans la tête, mais je ne dirige pas mon traitement. Mon traitement euh, euh, n'est pas, comment dirais-je, euh, symptomatique en fait. Je traite une personne. Alors, après quelques temps, elle allait de mieux en mieux, elle a repris son travail parce qu'elle a, dans l'usine avec son copain, son partenaire, elle avait quand même une position très haute, avec beaucoup de responsabilités. En tout cas, à un certain moment, elle me disait, bah, je vais quand même beaucoup mieux grâce à toi. Autrement, ça aurait été des antidépresseurs, euh, peut-être psychiatre. Ah, justement, par les traitements de shiatsu et seiki, je fais beaucoup. Et même mon endométriose a amélioré de 50%. Je ne Wow. savais même pas qu'elle avait ça. J'avais aucune idée. Tu vois, en fait, en macrobiotique, Michio aussi parlait toujours, si tu trouves pas de solution, fast and pray. Jeûner et prier pour que la solution monte de soi-même, qu'on se met en contact avec son sous-conscient. Et c'est le sous-conscient qui veut. Mais là, de plus en plus, on est dans la tête et de moins en moins, on est en contact avec le sous-conscient. Mais moi, je fais les deux. Il y a des gens qui disent, bah, le rationnel, c'est plus important. Il y a d'autres qui disent l'instinct et l'intuition, c'est plus important. Pour moi, il y a les deux. Ils peuvent s'entraider. C'est comme la main gauche et la main droite, ils ne se battent pas entre eux. Hein. Et quand tu te fais mal à la main gauche ne va pas se venger sur la main droite. Quoi. Alors, en fait, et c'est pour ça, dans ma pratique, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui ne sont pas ouverts au toucher énergétique. Alors là, il y a beaucoup de travail plus physique. Mais même ça, j'aime faire parce que j'ai besoin de physique. Je ne dois pas aller au gym. Si j'ai des clients qui sont un peu plus exigeants physiquement, ça me fait du bien, ça me donne un peu d'exercice, quoi. Alors, moi, je mets tout dans mon travail, en fait. Et puis, parfois, ça prend du temps. Ça prend du temps pour que commence à s'ouvrir à l'énergétique. Mais plus que l'énergétique se fait ou se montre, plus l'effet de mes traitements vont bien, et s'approfondissent, on pourrait dire. France, Oui, je me souviens, en fait, je pense que je ne t'avais jamais parlé de ça, mais je me souviens quand tu es venu à Montréal donner les cours de Seiki, j'étais un des cobayes. Puis tu avais dit que quand c'est nu, peu importe, on peut bouger, on peut exprimer, pendant la séance, si on veut se déplacer ou parler ou dire quelque chose, on était libre de le faire. Mais je me souviens que enfin, ça m'est jamais arrivé avant ou après, mais avec la séance que tu as fait à ce moment-là, euh, j'ai, j'avais vraiment comme j'ai eu une réaction, j'étais très en colère. C'était comme si j'étais la colère. oui, Je me souviens pas qu'est-ce que tu faisais, mais moi, je voulais comme crier. Je sentais que tout le monde était autour de moi qui me regardait. Je voulais juste comme crier, puis oui, je voulais comme exploser. Mais là, je me suis retenue parce que c'était oui, aussi oui.
Justement, dans le cadre d'un cours et je ne voulais pas faire peur aux gens, donc je l'ai jamais exprimé, je l'ai jamais dit. Je ne sais pas si on s'était parlé, mais je trouvais ça quand même comme une oui, oui, je me souviens réaction. quand tu m'en as parlé. Oui, ok. C'était une réaction très, très, Forte. très forte. Et je me souviens encore, là, ça me fait pas peur. C'était juste comme étrange. Parce que normalement, oui, on a tous ces émotions-là dans notre cœur. Normalement, je sais que j'ai, oh, puis peut-être avant, j'avais beaucoup de frustration, puis j'essaimais les semences qui étaient là. Mais c'est ça, c'était. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, de ce type de Oui, réaction-là oui. En fait, en Seitai, pas seulement Seiki, hein, il y a aussi Seitai et au Japon, il y a beaucoup de pratiques énergétiques. Hein. On connaît ici le Reiki, mais le Reiki, c'est très bouddhiste, c'est hiérarchique et il y a des maîtres. En Seiki, il n'y a pas de maître. Au Japon, on a débutant et avancé. Il y a le Kohai et le Senpai. C'est tout. Et parfois, moi, j'apprends le plus des débutants de mes élèves que de mes collègues. Parce qu'ils demandent beaucoup plus de questions, ils sont beaucoup plus curieux. Ils n'ont pas encore développé leurs idées sur la chose. Mais en fait, ça s'appelle Katsugen ou mouvement spontané régénérateur. Et ça fait partie de ce Menken. C'est une élimination, c'est la tension qui sort, des traumas, des vieux traumas qui sortent à la surface, qui viennent à la surface et qui disparaissent. Et alors, moi je dis toujours, le Seiki, ça aide comme un ordinateur. Il y a la corbeille. Si la corbeille est remplie, l'ordinateur ralentit. Il marche moins bien. Alors moi, Seiki, ce que je viens faire, c'est vider votre corbeille. Nettoyer un peu. Kishi disait, I'm a cleaning boy. Je viens un peu nettoyer. Et plus que tu nettoies, mieux que tu vas. Plus ton système immunitaire va mieux marcher. Mais en fait, on sait qu'il y a d'abord la relaxation. La relaxation est essentielle. Deuxième phase, on pourrait dire, c'est plus grande sensibilité. On sent toutes sortes de choses, son corps. En kinésithérapie, on appelle ça proprioception. Proprioception. Et puis, il y a élimination. Et ça, tu as voulu le faire. Tu as voulu éliminer ta colère, quoi. Oui. Tu es retenu, ce qu'on respecte, mais c'est mieux de laisser aller. Oui. Et je puis, voulais vraiment pas faire peur aux gens. Là, déjà, je fais peur aux gens avec mon visage, donc comme ça. Avec les cris que j'allais faire, là, tout le monde allait partir au courant. Mais parfois, ça fait peur. Mais écoute, et puis après, Kishi disait, après, il y a vacances. Il y a vacances. Il ne disait pas de guérison, c'est les vacances pour Kishi. Exact. Mais d'autre part, un autre exemple. Il y a une dame qui m'est envoyée par qu'un de mes collègues, pour faire des exercices du hara, parce qu'elle était très faible, toujours fatiguée. J'ai de nouveau cliqué quelque part dessus, mais ça a changé. En tout cas, elle venait me voir. J'ai fait quelques exercices pour renforcer l'hara, améliorer la respiration. Et j'avais encore un peu de temps. Et je me disais, je vais lui donner un tout petit traitement de Seiki en position assise. Alors, je la traite, elle était assise, j'étais derrière elle, et soudainement, elle tombe dans mes bras comme ça. J'étais là, avec cette dame dans mes bras. Heureusement, elle n'était pas trop épaisse, mais j'étais pas confortable. Mais je savais que c'était le Katsugen, une sorte de Katsugen, parce que ça peut prendre beaucoup de formes. J'étais là avec cette femme, et à un certain moment, je commençais à avoir des crampes dans mes jambes. Je lui demandais de se redresser. Alors, elle se mettait, oh, j'ai fini. Et puis, je laisse toujours l'occasion aux gens de s'échapper. Alors, une personne qui vient de la première fois, je lui dis, écoute, ou bien tu fais un autre rendez-vous, je suggère de revenir
3-4 fois pour voir si ça marche ou non. Ou bien tu me téléphones plus tard, tu y penses, tu laisses un peu, tu digères un petit peu ce qui s'est passé et tu me téléphones quand tu veux. Alors moi, l'autonomie pour moi est important. En Seiki, surtout aussi l'autonomie d'une personne ne va jamais pousser les gens à revenir. Jamais. Mais en tout cas, peu importe, elle ne fait pas de rendez-vous. Mais je voyais qu'elle avait changé. Le lendemain, elle me téléphone euh, et je lui demande, ok, très bien, on fait un rendez-vous. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Elle dit, ben, écoute, quand mon mari est rentré de son travail, tout de suite, il tombait de nouveau amoureux de moi. Alors, elle avait complètement retrouvé son air jeune, sa jeunesse, ses yeux brillaient de nouveau, qui étaient fades au début, ses yeux brillaient de nouveau, et depuis, toute la famille le vient. Euh, et je peux donner des exemples, et maintenant, c'est très, il y a un Canadien, un certain Michael Mika, qui est beaucoup, très populaire ici en Europe maintenant aussi, qui donne traitement pour trauma. Mais pour moi, le meilleur traitement de trauma, c'est le Seiki en fait. Je pense qu'on a les mêmes idées, mais un autre chemin, une autre méthode, quoi. Mais il y a quelque temps, il y a une femme qui vient me voir, euh, aussi envoyée par un de mes collègues. La première chose qu'elle dit, je vais me suicider. Ok, c'est pas simple tout ça. Euh, je voulais bien l'aider, mais en fait, en Belgique, la psychologie, c'est reconnu. On peut pas traiter quelqu'un qui a des problèmes tels psychologiques. Mais quand même, je lui enverrai, j'ai dit, écoute, peut-être je veux bien te donner un traitement, mais il faut aller aussi peut-être voir un psychologue ou un psychiatre ou téléphoner, parce qu'il y a un téléphone, jour et nuit, on peut téléphoner. Alors, elle dit, quand même, je l'encourage à téléphoner à ce téléphone officiel. Et là, on lui envoie à un endroit pour se faire traiter. Alors, elle téléphone à l'endroit et là, ils disent, excusez-nous, madame, on a une liste d'attente de 2 ans. S'il vous plaît, attendez 2 ans de vous suicider. Alors, je me sentais obligé de lui donner du support. Je ne suis pas psychologue, quoique j'ai lu beaucoup de livres sur la psychologie, mais parfois j'ai quand même mes doutes par-ci par-là, mais ça c'est un autre thème. Alors je l'ai traité régulièrement. Elle avait son premier mari, il y avait des causes. Hein, son premier mari c'était comment ça se dit quand tu meurs dans l'eau comme ça, noyé, c'était noyé à côté d'elle, plus ou moins. Elle a vu se noyer. Son deuxième mari, avec lequel elle a deux enfants, ça marchait plus bien. Elle avait une copine, patati patata. Alors, elle était avec les enfants, elle avait plein de problèmes pratiques et tout ça. Alors, à un certain moment, elle mangeait presque plus. Et parfois, la pratique, comment je gère ma pratique, hein, je combine le seiki et le shiatsu, comme j'ai dit, mais là même, j'allais manger des frites avec elle. J'allais manger des crêpes. Parfois, elle n'avait pas besoin, envie d'être traitée, d'être touchée. On la laissait promener. Et puis, peu à peu, elle se remettait. Et après une année, ben, elle s'est clairement pas suicidée, heureusement. Et après une année, je lui ai donné un traitement. Elle a commencé à pleurer et crier en même temps. Et elle se retressait. Je n'ai pas calculé combien de fois, une dizaine de fois, vraiment crier et pleurer en même temps. Et puis c'était fini. Et depuis, elle va bien. Elle travaille de nouveau, elle donne des traitements. De temps à autre, elle me téléphone pour un petit support.
Mais je veux dire, elle a eu besoin d'une année de traitement, de toutes sortes de traitements, et puis après, elle s'était débarrassée de ses tensions, quoi, et de son petit trauma. Mais là, j'ai plein, peut-être je dois écrire un 4e livre avec tous ces. J'ai plein de témoignages de mes étudiants aussi. Hein. Parle-nous des livres. Tu nous avais dit que tu étais en train d'écrire un livre. Un troisième livre, deuxième livre, c'est exercice, troisième livre, ça sera des textes d'autrui, sans commentaire, seulement des textes avec quelques photos. Mais peut-être un 4e livre, par exemple, j'étais à Toulouse, et là, il y avait une jeune dame, une praticienne de shiatsu, c'est une école de shiatsu, et là, elle m'envoie un petit message après. Elle dit, j'ai traité la fille de Johnny Hallyday. Tu connais Johnny Hallyday? Un chanteur français, tu connais? Johnny Hallyday, la fille. Johnny Hallyday est mort, mais il ne s'entendait pas très bien avec son père. Et puis, elle traitait la fille de Johnny Hallyday. Alors, à un certain moment, elle a vraiment très bien repris les principes du Seiki et tout de suite commencé à pratiquer. Et puis, elle m'a raconté l'histoire que pendant un traitement, Johnny Hallyday est apparu au traitement. Et la fille, elle a fait la paix avec son père pendant le traitement. Wow. C'est beau ça. Ça, c'est des choses qui arrivent avec le Seiki. Et est-ce la spiritualité? Est-ce que de l'imagination? Est-ce que de la projection? Moi, je ne mets pas de jugement ou d'explication même. Ou de Rationalisation. Ouais. Je trouve ça très intéressant, je ne sais pas. Mais j'ai eu ça. Comment? Seiki, ça veut dire quoi? Ça a été comment? Seiki. Le terme Seiki, ça veut dire quoi? Encore une fois, ce terme. Elle veut savoir le terme Seiki. Qu'est-ce que ça veut dire? Seiki, ah oui. Il faut faire attention. Ça dépend comment tu l'écris en signe chinoise. Kanji. Le sei de Kishi, ça veut dire arrangement de ki. Quoique Kishi disait toujours ne pas stimuler, ne pas influencer, mais c'était un choix politique, on pourrait dire. Le Seitai de Noguchi Sensei, qui était avant Kishi, c'était une méthode, pour expliquer toutes les méthodes, mais un peu plus analytique encore que le Seiki. Le Seiki est encore plus simple que le Seitai. Et le Seitai est basé aussi plutôt sur le bouddhisme, le Seiki sur le Shinto. Mais en fait, il utilise le même Sei que le Sei de Seitai parce que les Japonais connaissent très bien le Seitai, mais le Seiki c'était nouveau. Alors, il voulait exprimer ou montrer aux gens, c'est prêt, ça se ressemble. Moi, j'utilise un autre Sei qui veut dire original, base, fondamentale. J'ai changé le kanji. Mais il y a 40 façons d'écrire Sei en japonais. Alors, mais nous, dans notre écriture, c'est pareil. Par exemple, il y a Chika Kazilar, un Israélien qui fait Seiki Shiatsu. Seiki Shiatsu. Mais c'est Tao Shiatsu de Ando Sensei et ça n'a rien à voir. Mais lui aussi, il utilise un autre kanji. Et à un certain moment, un de mes étudiants, parlant de sexualité, un de mes étudiants, il avait mis un kanji qu'il avait vu dans un dictionnaire, je suppose, qui disait sexualité. Il avait mis ça sur sa page Facebook. J'ai dit, vaut mieux changer de kanji là, parce qu'ils vont se tromper. Hein. On va avoir des surprises. Et une autre fois, sur ma page Facebook, je reçois beaucoup d'invitations d'amitié
de femmes chinoises. Je ne sais pas pourquoi. Je suis trop âgé pour ce genre de choses, mais en tout cas, j'ai enseigné 2 fois à Hong Kong. Et un jour, c'était une dame de Hong Kong. Mais tous mes organisateurs, après que la Chine, ils ont mis leurs pattes sur le Hong Kong, là, tous mes organisateurs, ils sont déménagés, quoi. Ils ne sont pas restés au Hong Kong. Alors, j'ai plus de contacts. Je me disais, ben, peut-être ça pourrait être intéressant de relier les contacts avec Hong Kong parce que j'aimais beaucoup y aller. Alors, à un certain moment, j'écris, je veux bien parler un peu avec vous, partager un peu notre vie, nos expériences, parce que j'étais à Hong Kong et j'ai donné des cours de Seiki là-bas. Et j'écrivais dans notre écriture. Alors elle me répond, ah oui, vous avez donné des cours d'électronique fine. Même les électroniques fines, ça s'écrit Seiki. Et au Japon, il y a des dizaines, même des vingtaines d'expressions avec le ki. Partout dans la langue japonaise, il y a toutes sortes d'expressions avec le ki. Comme Kiyotsuke Kudasai, gardez bien votre ki. On dit ça avant qu'on part pour un long voyage, par exemple. Kiyotsuke Kudasai, tenez bien votre ki. Mais même dans mon premier livre, j'avais trouvé dans une magazine une trentaine d'expressions avec le ki, parce que ça change, hein, trentaine d'expressions avec le ki que j'ai mis dans mon premier livre. Et Kyoko, la femme de Kishi, disait, ben, il y a des expressions que je ne connais même pas. Mais c'était dans une magazine d'il y a peut-être 60 ans, quoi. Alors, les langues, ça évolue. Mais en fait, pour moi, le ki, ça veut dire, c'est l'énergie originale, en fait, l'énergie essentielle. Et quand on parlait d'énergie, Kishi disait, ki, c'est pas énergie. En fait, pour Kishi, l'énergie, c'était un effet du ki. Pour lui, le ki, c'était encore plus large. Ça veut dire le ki et l'énergie. Le ki n'égale pas l'énergie. L'énergie, c'est un effet du ki. Pour un japonais, ça inclut beaucoup plus. Et on pourrait dire, si on veut aller dans le spirituel, c'est l'énergie de Dieu ou du grand esprit, n'importe comment on veut l'exprimer, quoi. Et c'est l'énergie vitale qui donne vie, Et c'est là, et en fait, quand il y a un en Seiki, c'est de remettre une personne en contact avec cette source d'énergie qui est infinie. En fait, elle est infinie. Parce que l'énergie ne change pas. L'énergie grandit et le corps rétrécit. Et à un certain moment, le corps, il meurt, mais l'esprit, il se réunit. Ça, c'est mon point de vue pour le moment. Et justement, reconduire, c'est pour ça que Kishi parlait de Seiki Soho. Et Soho veut dire guider. Guider les gens à leur vraie nature, Shinyo. Guider les gens vers cette source d'énergie infinie. Et là, la guérison se fait de soi-même. Par exemple, il y a des gens qui s'appellent thérapeutes Seiki. En fait, c'est une contradiction. Parce qu'on n'est pas thérapeute, on est des guides. On guide un peu. Ça me ramène au terme que tu as utilisé tantôt en japonais, je l'oublie, mais ça veut dire cœur à cœur au début du podcast. Tu as mon livre toujours quand même. Sûrement quelque part, Fran, si je suis honnête. Oui. À part le Shinyo, ça c'est récent, hein, ça c'est pas. Mais dans mon livre, il y a plusieurs pages avec toutes sortes d'explications sur termes japonais. C'est des trucs qu'il ne faut pas apprendre par cœur, mais de temps à autre, tu peux trouver des trucs là-dedans. Mais ma question par rapport à ce terme-là, c'est parce que
pour moi, ça me parle beaucoup, cette connexion de cœur à cœur quand on est en échange, même pas nécessairement en shiatsu, mais dans la vie, on essaie d'avoir des Oui, rencontres vraies. Puis oui, j'aimerais t'entendre discuter un petit peu de l'étudiant qui commence soit en shiatsu, soit en seiki, qui veut développer ce contact cœur à cœur. Euh, et même le client qui a envie de goûter à cette vraie oui. rencontre cœur à cœur, est-ce que tu as des conseils ou des pistes de réflexion pour accéder à ce contact cœur à cœur? Franchement, j'ai aucune idée. Mais je pense que depuis tantôt qu'on en parle, Je pense qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Mais qu'est-ce je que ça veut pense, dire pour toi, ce cœur à cœur, donc? mais le cœur à cœur, ça veut dire qu'on se comporte avec les gens en amitié. En amitié. Et Mhm. moi, j'habite dans un appartement et pour la poubelle, c'était le bordel, quoi. Il y avait une compagnie qui venait faire ça, c'était très mal fait. Et puis, et c'était très cher. Alors, au responsable, j'ai dit, écoute, je veux faire ça à moitié prix parce que je veux que ce soit fait bien. Et depuis, je suis un peu le responsable du bâtiment. Il y a plusieurs appartements et boutiques et tout ça. Et au début, il y avait des frictions avec tout le monde. Maintenant, tout le monde se comporte d'une façon amicale. Peut-être d'abord, il faut d'abord pratiquer toi-même. Toi, tu comprends ce que c'est. Alors, tu essaimes. Mhm. Et tu montres. C'est par l'exemple. Mais pour une personne, pour apprendre ça, je pense qu'il est très important qu'il comprenne la réalité humaine, on pourrait dire. On parle aussi en spiritualité, on parle beaucoup de ego. Il faut annuler l'ego. Tu sais ce que Michio-Kushi disait dans le temps? Si tu veux annuler ton ego, tu te coupes la gorge. Il faut pas, il faut agrandir son ego. Michio disait, ce qu'on appelle un égoïste, c'est un petit égoïste qui, qui pense que moi, c'est ce qui est dans ma peau. Et très souvent, seulement ce qui est dans ma tête. C'est un petit égoïste, c'est pas un grand égoïste, c'est un petit égoïste. Il faut inclure si l'air disparaît, si le soleil disparaît, si les plantes disparaissent, je disparais aussi. Alors, les forces externes sont aussi importantes pour moi. Les autres gens, par exemple, sont autant à un âge avancé. Pour éviter la démence, il faut avoir des contacts sociaux. On sait que ça aide à Alors, on a besoin aussi de l'extérieur. Si l'extérieur disparaît, moi aussi, je disparais. Mhm. Et de moins en moins de gens, ils pensent que c'est ce qui est dedans, mais c'est de petits égoïstes. Il faut devenir un grand égoïste, Michio disait. Il faut inclure, il faut comprendre ça. Et si on commence à comprendre, tu comprends aussi que tout ce que je fais pour autrui, ça me fait du bien aussi. C'est toujours win-win situation. Toujours. Tout le monde gagne. Et cette approche, c'est cette approche que je veux développer. Mais je ne veux pas donner de grands mots, l'amour infini, patati patata. Soyons copains. Oui. On se comporte d'une façon décente et honnête. Un autre de mes rencontres japonais, Tanaka Sensei, il a fait une grande calligraphie, très grande. Hei Jo Shin. Euh, Honnête et sincère d'esprit. Esprit honnête et sincère. Mm. Déjà là, je suis content. Je ne veux pas que tout le monde m'aime, mais soyons au moins amicaux. Et puis le reste, peut-être, ça va venir après. Mais il faut pas. Tu sais, au Japon, on dit quand tu veux monter une montagne, il ne faut pas regarder le top parce que tu vas être déçu. Il faut aller pas par pas et faire des buts intermédiaires.
Et peu à peu, quand tu fais ça, tu ne vas jamais être inspiré. Tu n'as pas de but. Mais tu continues. Et peut-être à la fin de ta vie, tu seras au sommet. Et peut-être pas, bah, alors tu reviens si tu veux, si tu crois à la réincarnation. Mais je veux dire, parfois en spiritualité, on s'impose des buts presque impossibles, quoi. Ouais. Et, et là, on n'y arrive jamais et puis on laisse tomber. Moi, j'ai pas de but, hein, je développe, je fais mes erreurs comme tout le monde, euh, mais j'essaie d'apprendre mes erreurs et je me les souviens. Parce que un autre grand problème chez beaucoup de gens, c'est manque de mémoire. J'avais une dame qui avait, moi je fais toujours un peu à l'ancienne, je note les symptômes sur une petite carte, une fiche. Alors il y a une dizaine de lignes, j'avais 10 symptômes différents. Alors après 3 traitements, on fait une petite évaluation. Alors je disais à la femme, ok, on va faire une petite évaluation, comment tu vas? Elle dit, ben, ça, ten is toch niet verslechterd, comment dire, ce n'est pas devenu pire. Pour moi, c'est pas très clair tout ça. Ou bien c'est pareil, ou bien c'est mieux, ou bien c'est pire. Pour moi, il y a que 3 possibilités. Alors, je dis, ben ok, on va voir. Et des 10 symptômes qu'elle avait, 5 avaient disparu. Et déjà, elle avait oublié. Et quand tu oublies tes problèmes ou ce que tu n'as rien appris, alors tu es presque condamné à faire les mêmes erreurs comme les Américains et les Russes font maintenant. Il faut des centaines d'années, ils reviennent à leur histoire et puis ils trouvent toujours un épisode pour avoir leur raison. Et là, si on n'a pas cette attitude, ils défendent leur soi-disant, oh, Poutine, il dit, je suis pas contre les Ukrainiens, mais contre le gouvernement fascistoïde. Et il fait exactement la même chose que Hitler dans le temps. C'est quand même très bizarre, très bizarre. Mais peu importe, mais en individu, et on commence à essaimer cette attitude par l'exemple et, par ouvrir les gens à leur environnement, par agrandir leur égoïsme. Franz, au niveau de l'heure, on est rendu au bout de notre conversation. Ah oui, déjà? Oui, ça passe vite. C'était, ouais, merci beaucoup pour toute cette sagesse. C'est un très beau moment. Avec plaisir. Je suis très content. Avant qu'on ferme Ça se vous m'a manqué, hein? Avant qu'on ferme l'appel, est-ce que tu as des événements à venir, des cours que tu vas donner? Pour le moment, pour l'année prochaine, il y a un cours à Bruxelles, un cours en Bretagne, un cours à Bonn en Allemagne et je pense qu'au début, peut-être à Amsterdam aussi de nouveau. Disons que chaque 2 mois, je suis quelque part, mais ça a des hauts et des bas, hein, mais pour autant que je sache, il y a de l'intérêt aussi pour la France, pour la Normandie, pour Toulouse peut-être, mais on pourrait laisser ton adresse de site web. Est-ce qu'ils sont sur ton site web, les cours à venir? Comment mes cours, une liste de mes cours. Est-ce qu'ils sont sur ton site web, ton site internet? Ben justement, je mets ça plus sur ma page, mon site internet, parce qu'il y a des gens qui en profitent pour, par exemple, j'ai donné un cours. Il semble que j'ai des ennemis, hein, tu le sais. Et il semble maintenant que une dame qui me considère comme ennemi, par exemple, j'étais en Autriche, j'ai donné un cours en Autriche, elle a vite organisé un autre cours de Seiki 1 mois avant le mien, pour me couper le chemin.
Alors, ce genre d'attitude, écoute, je comprends pas très bien, mais je veux dire, je mets pas, je partage ça seulement sur ma page Facebook sur les gens qui me demandent de l'information. Parce qu'en général, Donc, c'est les des gens, c'est comme ça. organisateurs, j'ai les organisateurs qui ont leur propre liste d'étudiants. Envoie. Et pour l'organisation, de moins en moins, j'organise plus rien moi-même maintenant. Même en Belgique, il y a toujours quelqu'un, mais vous, j'ai confiance en vous. Euh, Et je donc, les dois, gens qui écoutent notre podcast et qui aimeraient, qui sont curieux d'avoir un cours avec toi, ils pourraient juste te contacter directement sur Facebook. oui, ils peuvent me contacter, ils peuvent m'envoyer un petit email. Vous Parfait. prenez ou sur WhatsApp, et puis je peux leur donner les cours et les dates, hein. Mais Parfait. On donnera j'ai été l'information un peu tout à l'heure. On plus. mettra ça dans les notes à côté Du Mhm. podcast. pour qu'ils puissent te rejoindre. Mhm. Tu es parti maintenant. Ah, Oh, Parfois l'image est coupée. là, est-ce que ça C'était va? quoi la dernière question? Non, fait que, tout simplement, j'ai dit, on pourra mettre l'information à côté là, du podcast, à côté de l'épisode pour les gens qui puissent Oui, oui, te oui. rejoindre. Mais peut-être là, voilà, c'est très calme. Je vais faire déjà ma petite liste. Je fais toujours une liste. Je peux vous l'envoyer, je pense par Messenger, ça ira. Je vais te l'envoyer, d'accord? Parfait, super, ça, Oui. Franz. Et si jamais vous avez des questions sur des terminologies, comment écrire, aussi en Oui, japonais, je peux toujours vous envoyer cela pour un peu. ouais, je pense Euh, que ça pourrait intéresser les gens pour pouvoir pousser un petit peu plus loin. On les pourra les écrire aussi. oui. Parce que pour moi, mon dada, c'est un peu de trouver aussi les kanji, les propres kanji, parce qu'encore une fois, on peut se tromper parfois. pour pas donner des fausses intentions à nos annonces Oui, avec des... oui, voilà, voilà. Il faut faire attention, hein. En Oui. japonais, c'est délicat. Alors Ok, voilà, très bien. Je suis un très gros grand content plaisir. de notre conversation. Prenez soin de vous et surtout, pratiquez le cœur à cœur. OK? Yes, Oui. OK, monsieur. au Un grand revoir. plaisir. Bon temps des fêtes. Au revoir. Nous vous invitons à cliquer sur le lien qui accompagne cet épisode afin d'en savoir plus sur nos formations.